Trop bien. Merci pour vos réponses sur cette partie. Je vous propose à ce qu'on passe à la prochaine qui s'appelle Compliqué à faire. Je vous ai demandé à tous de me ramener un objet ou quelque chose qui pouvait représenter votre travail ou évoquer votre taf. J'ai juste ici, on va commencer avec Alice. Je te laisse saisir grammaire de notation Bénèche. Du coup, c'est marrant que tu parles de grammaire depuis tout à l'heure. Parce qu'il y a aussi une grammaire... qu'est-ce que c'est c'est la grammaire de la notation Bénèche, qui a été écrite par Eliane Mirza-Bekian. J'ai toujours du mal à décrocher son nom. En gros, du coup, j'ai dit que je faisais de la notation du mouvement au CNSM, qui est un des systèmes de notation qui existent, mais il y en a plusieurs, comme Feuillet, Comté, Laban, l'un des plus connus. Varkman, Oscar Varman, je sais plus, c'est une notation qui est israélienne, donc c'est pour ça que j'ai du mal à le dire. Bref, il en existe plein. Et moi, ce que j'apprends, c'est, entre guillemets, si tu veux, c'est la langue bénèche, en gros. C'est comme si c'était différentes langues. De la même façon qu'il y a le solfège en musique, eh bien, en danse, on a aussi genre des solfèges, si tu veux. Et du coup, j'ai ramené mes partitions pour te montrer, parce que tu m'as dit que ça pouvait être intéressant. Carrément. Sachant que je suis en première année de premier cycle sur 4 ans, donc je sais que vous allez trouver ça peut-être cool ou juste... Nous, on voilà, rien, mais on n'a pas de référentiel. Hein. S'il y a des gens qui s'y intéressent, ou pas forcément qui s'y connaissent, mais en tout cas, sachez que il y a probablement des fautes d'orthographe et de grammaire et de tout à l'intérieur. Et que... On ne les verra pas. Même au niveau calligraphie, c'est mes premiers trucs, donc c'est très faux probablement, mais c'est mieux que rien. Donc, en gros, une partition, il y en a plusieurs. En fait, j'en ai regardé. C'est moi qui ai écrit là, donc c'est pour ça que c'est un peu caca. Mais voilà, là, il y en a d'autres. C'est des partitions qui sont simples. Et j'ai ramené la grammaire parce qu'il y a des partitions plus compliquées qui ont été faites par des professionnels là-dedans. Donc ça, c'est comme du solfège, mais pour le corps. Ouais, pour la danse. Là, tu vois, par exemple, là, c'est une partition extrait de Matisse, qui est une chorégraphie de Robert North Gothenburg, il me semble, qui a été... Et ça, t'arrives à le lire? C'est-à-dire que... Ah oui, tout ça, c'est moi qui l'ai écrit, donc ça, j'arrive à le lire. Ça, tu vois, je sais pas tout écrire, je sais pas tout lire, je crois. Et ça, c'est une chorégraphie, du coup? C'est un extrait, là, il y a pas... là, il y a... Attends... C'est vraiment incompréhensible. Ouais. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est de la danse. Franchement, là, il y a même pas... Il y a peut-être environ 1 ou 2 minutes. Enfin, c'est vraiment... Et c'est quoi les notions qui rentrent en compte? Est-ce qu'il y a la musicalité aussi? Alors, ou justement, est-ce que c'est le mouvement? Alors, comment je regarde s'il y a une partition où j'ai plus de matière pour Je peux voir sur le livre? Ouais, mais il y a d'autres pages, tu peux regarder. En gros, l'idée... c'est que c'est une partition avec des interlignes. La interligne la plus basse, c'est la ligne du sol. Ensuite, première interligne, ligne du sol, ligne des genoux, ligne de la taille, ligne des épaules, ligne des épaules, ligne de la tête. Tout ce qu'il y a en dessous de la ligne du sol, ça... On va dire c'est l'espace. Donc on va mettre des signes de rotation, des signes de parcours, des signes de glissée, etc. Et au-dessus, c'est la temporalité. Donc on va pouvoir y mettre des indications musicales. Donc là, par exemple, pulsation à 80. Donc on sait que c'est 80 BPM. On sait que c'est un 6 temps parce que c'est marqué ici. Donc ça va se compter en 6. Donc probablement, c'est pas toujours le cas, mais probablement qu'on va trouver 6 pictogrammes. Pour un par temps. Oui, voilà, mais on peut mettre des contretemps, on peut mettre des silences. Enfin bon, voilà, c'est plus compliqué que ça, mais grosso modo. Et donc là, si tu donnes cette partition à quelqu'un qui sait le lire, il peut faire exactement la même danse. Mais c'est l'avantage. En fait, souvent, on demande qu'est-ce que ça apporte de plus qu'avec la vidéo. Et en fait, avec une vidéo, on va voir... Déjà, il va y avoir des choix de cadrage qui ont été faits. Même si c'est un plan normal, on voit la scène. Il y a quand même des lumières. Il va y avoir le choix de la personne qui a conceptualisé la scénographie et qui a filmé les choses. Même plus sobre que ça soit possible, il y a quand même des choix qui ont été faits. Et puis surtout, le danseur ou la danseuse qui va interpréter la chorégraphie, si par exemple c'est un extrait de répertoire, ou même si c'est par exemple un ballet qui a été filmé, par exemple, je sais pas, une pièce de Pina Bausch ou quelque chose comme ça, avec plusieurs danseurs, etc., ou même si c'est un solo, mais c'est d'autant plus valable quand il y a plusieurs danseurs, ça va probablement être
une interprétation, même si on se colle au desiderata du ou de la chorégraphe, ça va forcément être une interprétation parce qu'on sait très bien que quand on va voir un spectacle de danse, comme n'importe quel spectacle d'art vivant, même si tu vas avoir la même représentation tous les soirs avec la même équipe, ce ne sera jamais la même chose. Parce que peut-être la personne a été un peu malade, parce que peut-être elle a glissé. Donc quand tu vois une vidéo, tu ne sais pas exactement si tout est exactement fait exprès. On a souvent cette problématique quand on regarde les vidéos de AT, par exemple, qui est l'examen d'aptitude technique, que les gens apprennent souvent à travers une vidéo en un premier lieu, où il y a aussi des questions. Et puis il y a la note du chorégraphe ou de la chorégraphe derrière. Et des fois, il y a des choses qui ne concordent pas parfois. Donc c'est un peu cette problématique qu'on trouve de savoir si c'est des choix qui ont été faits, si c'est fait exprès, si c'est fait exprès. On voit les petits corps avec. Ouais, voilà, c'est plus clair. Ouais, voilà. Et du coup, ça, cet intérêt, la notation, c'est que ce qui est écrit est écrit, et ce qui était écrit est écrit. En fait, si tu veux, c'est contextualisé. Là, c'est par exemple extrait d'un cours qui a été fait dans tel endroit, de tel professeur, et probablement, ça va coller plus parce que déjà, on a une notion plus exhaustive, même si le but, c'est de ne pas être trop détaillé parce que, pour ne pas surcharger la lecture, mais l'idée, c'est quand même de coller le plus possible. Et du coup, c'est ça souvent qui reste dans les répertoires, c'est les partitions quand il y en a. Parce que déjà, il y a plein de choses qui n'ont pas été filmées parce que ça n'existait pas de filmer avant. Et puis, parce que, encore une fois, ça permet, quand il y a des remontées de répertoire, que les gens se collent à la partition et non pas à des vidéos parce que... Enfin, je ne sais pas trop si tu sais comment ça marche, mais souvent, un répertoire, il s'inscrit dans un champ chorégraphique d'un ou d'une chorégraphe, mais souvent, il est repris par des gens, par différentes compagnies, pour différents projets, comme une pièce de théâtre, finalement. Donc, il y a toujours des interprètes qui changent, et du coup, on peut perdre un peu la volonté. Voilà. Ouais. Donc, c'est l'intérêt de la partition. Et donc, généralement, ce qui est assez marrant, bon, là, par exemple, ça m'a peut-être pris 20 minutes à écrire. Et encore, c'est pas très bien écrit parce que calligraphiquement, c'est pas ouf. Pourtant, on a des cours de dessin et tout, machin, mais mon Dieu, voilà. Mais par contre, une page, juste une page simple, par exemple. Enfin, pas une page, non, c'est faux, pas une page. 1 minute, parce que ça équivaut pas forcément, mais 1 minute de chorégraphie d'un ballet, par exemple, avec plusieurs danseurs, avec un corps de ballet, etc., ou que ce soit en contemporain ou en classique, parce que c'est souvent les deux disciplines qui sont les plus notées, même si ça change, il y a des gens qui notent du cirque, il y a des gens qui notent du hip-hop, etc. Mais disons que 1 minute, avec différents, on va dire, interprètes, à noter, ça prend environ, si on veut que les choses soient plutôt bien faites, entre 8 et 11 heures. Ok, pour 1 minute. Pour 1 minute, avec plusieurs danseurs et tout. Okay, parce qu'il y a plein. Là, c'est très très simple, mais là, comme vous avez pu voir dans le livre, il y a plein de notions qui rentrent en jeu. De variables, de détails, etc. Il y a plein de. On appelle ça un idiot sheet. En gros, c'est un peu un truc de. On ne met pas des astérix, mais c'est un peu comme. Je ne connaissais pas du tout. Ouais, et puis grosso modo, les 3 éléments les plus basiques qu'on retrouve quasiment systématiquement, c'est un trait vertical qui doit mesurer tant de millimètres, mais je ne me souviens plus exactement, donc je ne vais rien dire, même si j'ai mon idée en tête pour ne pas me griller. Mais le trait vertical, c'est pour dire devant soi. Le trait horizontal, c'est pour dire dans le plan du corps. Et puis la boule noire, alors des fois il y a des boules blanches, mais bon, la boule noire, c'est pour dire derrière. Et en gros, avec ça, on utilise... Pour avoir les 3 dimensions de l'espace. Oui. ouais, en gros. Ok, excellent. Ouais. Hugo, tu nous as aussi amené des dessins, si je ne m'abuse. Ouais. Mais cette fois-ci, pas sur papier. Tiens. J'avais plus de carnet. J'ai plus trop le temps. Mais en notation, les gens qui sont professionnels, ils notent avec une tablette. Ah ouais? Ouais, c'est fou. Ça me paraît. Moi, qui suis pas du tout à l'aise avec l'informatique, c'est pas du tout un truc. Mais ils ont un stylet aussi. Ça va, pour le nettoyer aussi. Si, j'ai toujours ça sur moi. Ah yes. Sérieux? D'un grand sérieux. Même des lunettes, c'est pour ça? Ouais. On est sur un niveau de production très élevé. Hein. Il y a les moyens. Mais en vrai, ouais, je la tiens vraiment dans le métro. Des fois, ça m'arrive, dans le métro, non, j'évite. Mais dans le bus, s'il y a des gens qui se posent à côté de moi, je la tiens et je suis prêt à sauter sur la personne s'ils me la volent. Genre, ils se rendent pas compte qu'il y a ma vie dedans. Ouais, c'est ça. C'est une tablette graphique, c'est ça, non? Ouais, enfin, c'est un iPad, en gros, c'est genre comme un iPhone, sauf que j'ai un stylet et je peux faire des tas de trucs. Merci pour être précis. Non mais tu rigoles, mais parce qu'une tablette, genre une tablette graphique, c'est genre, tu sais, c'est les trucs que tu relis à ton ordi et tu dessines dessus. Ouais, je vois. En vrai, tu sais pas, mais il a pris 10 000 € pour dire ça, genre, de Apple. T'as pris 10 000 € d'Apple pour dire ça, genre.
Ok, du coup, tu as du taf à nous montrer éventuellement Oui, des petits travaux que tu fais. Je vais vous montrer mon dernier exercice de cours. On devait faire la marche. Donc, du coup, de base, c'est sur papier. Ouais, c'est ça. Mais en gros, c'est une marche animée. Faut que tu appuies sur lecture. Et mais attendez, mais c'est super intéressant parce que je pourrais complètement, peut-être, là, je pourrais noter, tu vois, par exemple. Bah, du coup, c'est une marche. Ah, mais c'est trop bien. Il y a encore plein d'erreurs. C'est génial. Ça, c'est, je crois que sur celui-là, vu que c'est une femme, ça dépend le type de marche que tu fais. Mais par exemple, une femme, c'est par pas à peu près, je ne saurais pas dire de conneries, tu divises en 12, je crois, ou en 30, enfin en 16. Mais en tout cas, là, il doit y avoir genre 36 images. Là, il y a 36 images. C'est ça les numéros qui défilent en dessous, ouais, attends, je vais te les dire tout de pages. suite, je crois que c'est 32 en vrai. C'est par seconde, du coup. Ouais, donc là, il y a. Attends, je crois que la toute première, c'est la 32, toute dernière. Donc, ouais, il y a 32 images pour une marche. Donc là, pour animer juste cette marche. Ouais, parce qu'en gros, c'est ça, il y a 24. Qu'est-ce que je dis? Il y a 16 dessins, en gros, pour un pas. Ok. Et ça prend combien de temps à faire? Bah, ça prend pas mal de temps. Ça, donc là, Parce qu'il y a beaucoup de prendre environ, pour une marche, on a mis. Là, comme ça, sans couleur ni rien. Honnêtement, sur la marche, je crois que c'était un exercice qu'on a fait en 3 semaines, je crois. 3 semaines. 3 semaines. Ouais, mais il y a la marche de face aussi, je peux vous montrer la marche de face. Mais donc juste de profil. Ah ouais, mais comme ça. en fait, tu te rends pas compte parce que. Là, tu fais pas ça en 5 heures, quoi. Non, bah non. Ok. Enfin, tu fais ça en 5 jours. Tu pourrais, si t'es un grand animateur et qui a beaucoup d'années d'expérience, nous on apprend et tout. Ouais, mais c'est fou. C'est le début, mais par contre, on les avait mis en couleur et dans des décors, mais du coup, ça, c'est la marche de face. Puis pareil, il y a le même nombre de dessins. Ça prend le même temps de travail et tout. Ouais, c'est pareil, parce qu'en fait, il y a plein de trucs qui rentrent en compte, genre souvent les éléments. Ils peuvent claquer en fonction du spacing. C'est qu'en animation, il y a plusieurs critères déjà importants. Il y a le spacing et il y a le timing. Bon là, du coup, les images sont toutes exposées au même temps. Donc, c'est-à-dire elles restent le même nombre de temps à l'image. Ouais, c'est ça, en gros. Et on essaye d'animer au gobelin à l'image. Donc, ok, et donc parfois ça arrive que tu décides de laisser une image, une frame plus longtemps qu'une autre? Ouais, ça dépend pourquoi, mais pour les actings, ça peut arriver, ouais. Ok. À un moment où le personnage ne bouge plus trop. Mais par exemple, donc ça c'est le temps de durée d'une image, mais tu as aussi le spacing, c'est-à-dire les espaces entre là et là, par exemple. Si je fais un mouvement comme ça, bah, tu vas avoir plus d'images qui seront proches au tout début pour créer le mouvement. Et plus t'avances, il y a de la vitesse. Ouais, c'est l'échelle. Si vous avez peut-être vu ça, des fois, si vous avez vu des line tests de vieux Disney ou de vieux films, t'as cette espèce d'échelle et tout, avec des séparations, et souvent en haut, les spacings sont plus proches et tout. Ok, excellent. C'est ça qui crée le mouvement. Ouais, c'est ça. Et puis quand tu réarrives vers un mouvement, en général, tu rajoutes tes dessins plus proches. Pour ralentir. Pour ralentir le mouvement et pour pas que ça tape, en fait. Ok. Excellent. C'est fou. Donc voilà, c'est ce qu'il faut beaucoup de trucs en compte. Du coup, voilà. Extraordinaire. Et puis, à côté de ça, je me permets, t'as aussi ça, en couleur, pour avoir une petite idée de... Le décor, j'ai utilisé une photo. En fait, c'était un dessin, c'est un Drowsy Senior Style que j'ai fait d'une pote qui a fait un dessin. Et je nous ai juste dessiné, en fait. J'ai remplacé les personnages avec nous pour parler de l'anecdote. Ouais, et derrière, c'est une photo? Ouais, derrière, c'est une photo et tout. J'ai juste mis le dessin dans le décor et tout. Et... c'est souvent, tu sais, genre, je pensais un peu à Roger Rabbit de Disney, où ils font justement le truc de live action et mélangent avec l'animation. Oui. Et quand j'ai fait ce dessin, je me suis dit, ça pourrait être trop drôle qu'on soit là, animé et tout, dans un vrai décor. Et ça, un décor réel. Ça, en termes de taf, ça représente quoi? Ça dépend. Je pense, moi, en vrai, je suis assez rapide, je dessine beaucoup de caricatures et tout, puis c'est des gens que j'ai déjà dessinés, donc je connais un peu leur visage. Un peu leur morpho, ouais, c'est ça. Et du coup, je crois que ça m'a pris une bonne soirée. Ok. Et en vrai, je suis assez rapide en couleur parce que j'ai aussi mes codes couleurs. Je suis habitué. Je sais directement où est-ce que je vais chercher dans mon cercle chromatique, tu vois, pour la peau et tout, les vêtements. C'est beau, hein. C'est excellent. Trop fort. Merci. Merci à toi. Merci. Nono, tu nous as ramené ça? Ouais. On aurait dû le faire normalement au début du tournage. Ça aurait été sympa. Est-ce que tu peux me dire quand est-ce que c'est que la dernière fois que tu t'en es servi? Alors cette phrase était très mal structurée. Alors celui-là, en fait, je m'en suis jamais servi en vrai de vrai. C'est la désillusion du cinéma. Que j'ai volé à mon ancien taf, donc je vais pas dire où je bossais, comme ça il n'y aura pas de galère. De problème. Mais non, on s'en est servi d'un, du coup quand même sur les tournages, c'était pas lui, mais on comprend, c'est le même objet. Du coup, sur le tournage de mon premier court-métrage, encore une fois. Qui s'appelle Huis clos. Ok, et qui actuellement est... En cours de vote pendant 1 mois là, pour le Nikon Festival. Excellent. Et c'est un film de 2 minutes, mais déjà sur 2 minutes, je me suis rendu compte à quel point, en soi, c'était utile. Et chaque détail, chaque scène, en fait, faut tout noter. Il y a une script qui va prendre
Bon, déjà, pour faire court, ça sert surtout à synchroniser les scènes, parce qu'on va prendre l'image, on va prendre le son. L'idée, c'est d'avoir le clap et de pouvoir recaler le son avec l'image au moment du clap. Comme tes numéros sur tes feuilles qui défilent. Ouais, c'est un peu... l'idée, c'est exactement que l'image de la seconde, ça soit celle où, au niveau du son, on entend le... Pour qu'après, forcément, ça a l'air crédible quand on parle. Et puis, c'est aussi une façon de s'organiser. Par exemple, tu es au montage, tu vas refaire 5 fois une prise, sachant que tu as, je sais pas, une vingtaine de plans dans ton montage. Ça fait 20 fois 5, à chaque fois, ça fait beaucoup de rush à regarder. Et en plus, qui se ressemblent visuellement, vu que souvent, c'est des plans... visuellement, c'est les mêmes à chaque fois. Donc là, il y a sur le tournage, il y a la script qui va prendre des notes, qui va savoir déjà quelle prise est censée être la meilleure sur les 5 que tu as faites. Comme ça te donne des indications. Pour le moment du dérochage, pour aller plus vite, c'est ça. Donc tu vas voir les numéros, le numéro des prises, le numéro de la scène, de la séquence. Et puis après, en montage, tu vas pouvoir raccorder tout ce que tu veux beaucoup plus facilement et tu vas gagner du temps. Ok, excellent. Et c'est assez stylé. Et en vrai, c'est pas le réal ni l'assistant réal qui fait les claps, c'est le machino. Enfin, c'est tous ceux qui s'occupent de tout ce qui est machinerie. Enfin, normalement, sur un vrai tournage, c'est lui qui va faire le clap. Trop fort. À tous les niveaux, il y a ça. À tous les niveaux, ouais. Stylé. Et c'est un bel objet, je trouve. Ouais, carrément. Donc, il y a un beau symbole du c'est ciné. ça. De l'autre côté, Si. Alison, tu nous as ramené ça. Des paillettes. Des paillettes encore. Voilà, ça c'est genre de truc qu'on porte en soirée whacking ou au battle de whacking, tout ça. Parce que, enfin, du coup, je vais vous raconter un petit peu l'histoire du whacking. Qu'est-ce que c'est? Parce que voilà, j'ai pas vraiment parlé de qu'est-ce que c'était. Donc le whacking, c'est une danse qui est née dans les années 70 dans les disco clubs. Donc c'est né sur la musique disco, donc d'où les paillettes, les boules à facettes, tout ça. Donc c'est vraiment né sur ce style de musique. Donc dans les disco clubs LGBT, afro-latino-américain. Ça fait beaucoup voilà, ça fait beaucoup de paramètres dans l'origine du whacking, mais tout a tout a vraiment beaucoup d'importance dans ça, parce qu'en fait, donc du coup, les personnes LGBT qui étaient en plus racisées à l'époque, c'était très très mal vu et la rue, c'était pas safe pour eux. Voilà, c'était des personnes qui vivaient beaucoup de violence dans leur vie quotidienne. Et donc, le club, c'était l'endroit pour eux, pour se libérer, pour exister tels qu'ils sont vraiment, d'où un peu comme je disais aussi tout à l'heure. La double personnalité. Voilà, c'est l'endroit pour eux où ils étaient safe, ils étaient entre eux en communauté et il n'y avait pas de jugement et chacun pouvait exister pour ce qu'il est, quoi, ou pour ce qu'elle est. Et donc, voilà, donc ça, c'est l'origine du whacking. Donc, le whacking il a commencé à se danser sur la disco dans ces clubs-là. Et ça a commencé à se populariser aux yeux des gens grâce à l'émission de télé Soul Train. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Du tout. C'est très dommage, j'aurais dû ramener un petit extrait. Mais c'est une émission de télé pareil des années 70 qui, en fait, il y a 2 lignes de personnes. Peut-être vous avez déjà vu ça, mais je pense. Mais voilà, il y a 2 lignes de personnes qui passent comme ça et ils dansent au milieu, ils groovent et tout ça. Et après, il y a 2 autres personnes qui arrivent, qui groovent au milieu de la ligne. Et donc, c'est grâce à cette émission de télé qui était aussi... le genre principal musical, c'était la funk et la disco à l'époque. Et c'était sur ça qu'ils faisaient leur émission. Et donc, en fait, les gens, ils venaient et il y avait des danseurs de whacking qui sont venus montrer ça à la télé. Et donc, voilà comment les gens ont commencé à prendre connaissance de cette danse-là. Et donc, au début, c'était vraiment dansé par les hommes gays de l'époque. Mais aujourd'hui, le whacking, il est beaucoup plus dansé par des femmes. Parce que c'est une danse qui exprime beaucoup la féminité. C'était inspiré en fait des stars de cinéma de l'époque et des disco queens aussi de l'époque. Donc il y avait Donna Summer, Diana Ross, toutes ces femmes hyper emblématiques qui exprimaient vraiment une féminité exacerbée et une classe, qui était sous les projecteurs avec les paillettes et tout ça. Et donc ils se sont beaucoup inspirés de ces femmes-là, du glamour des femmes. Et donc aujourd'hui, c'est plus dansé par des femmes parce que je trouve
je pense que on peut se reconnaître, on peut s'identifier peut-être plus facilement selon notre perception du genre féminin. Mais en tout cas, moi, c'est une version du féminin qui me parle. Et voilà. Et du coup, ce qui est dommage, c'est que le walking, comme je disais, il est né aux États-Unis, mais c'est très mal exporté, en fait, mondialement. Parce que, en fait, les précurseurs de cette danse, donc c'était les années 70, donc dans les années 80, il y a eu du coup le sida. Et donc, du coup, toutes ces personnes-là sont malheureusement, pour la plupart, décédées du sida. Et donc, la transmission n'a pas pu se faire. Il n'y a pas eu de pont, en fait. Vraiment, ou pas assez loin, pas assez loin. Et donc, il y a plusieurs personnes qui sont décédées de ça et qui n'ont pas pu transmettre. Et donc, c'est pour ça que ça a du mal, en fait, à passer. Mais en Asie, ils ont réussi à avoir des cassettes. À l'époque, c'était des cassettes et tout. Ils ont réussi à apprendre, en fait, le walking par la vidéo, en fait, par la VHS. Et aussi, ils ont réussi à faire venir... certes, tout le monde n'était pas mort, forcément. Donc, certaines personnes ont pu voyager et aller donner leur savoir-faire, du coup, en Asie. Mais en Europe, ça s'est vraiment... ça a été hyper tard, quoi. Le walking, il est arrivé en Europe dans les années 2000. Ok. Il y a 30 ans quasiment de décalage. C'est ça. Et donc, en France, ça a vraiment mis du temps à démarrer. Et là, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment... l'essor du walking. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de walkers ou de walkeuses en France. Et pour moi, là, on est en plein essor. Là, on est dedans. Là. L'âge d'or arrive. Mais il y a encore 10 ans de ça, en France, c'était pas ça, quoi. Ok. Voilà. Peut-être que tu peux dire, parce que toi, ça te paraît évident, et puis moi, je le sais, mais je sais que moi, comme c'est toi qui me l'as appris, c'était pas évident au début. De quoi ? Pourquoi ça s'appelle walking ? Ah oui. Par rapport à la musique, le rapport à la musique, tout ça. D'attraper, ouais. Du coup, walking, c'est vrai, j'ai pas expliqué le mot. Walking, ça s'écrit W-2-A-C-K-I-N-G. Ok. Voilà. Donc, à la base, en fait, cette danse, ça s'appelait pas du tout walking, ça s'appelait le punking. Le punking, pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens, à l'époque, qui pratiquaient cette danse-là, ils étaient traités de punk. Punk, c'est un mot pour dire pédé, quoi. C'est une insulte pour les homosexuels. Donc, you're punk, ça veut dire pédé. Et du coup, les gens, ils ont fait ce qui s'appelle le retournement du stigmate, c'est qu'ils ont pris le mot... Pour se l'approprier. Punk, pour dire, nous, notre danse, c'est le punking. Et ils en ont fait quelque chose de positif, en fait. Donc, ça s'appelait punking au début. Et après... Quand ça a évolué un peu dans la communauté, les gens, ils n'avaient plus envie d'avoir cette image négative du mot punk sur eux. Et donc, du coup, ils ont voulu changer le mot. Et en walking, on a un mouvement qui s'appelle le walk. C'est ça, c'est ce mouvement de main. Et ça veut dire tu crains. C'est un mouvement de rejet, genre tu crains, pousse-toi, machin. Donc ça, c'est vraiment un mouvement de dédain, comme ça. Et donc, le mot walk, c'est un onomatopée à la base qui s'écrit W-H-A-C-K. Okay. Walk, avec un H. Donc c'est juste un onomatopée. Walk, bam, poum, pam, voilà. Ça roule. Et ensuite, du coup, ils ont changé encore l'orthographe pour appeler ça walking. Ils ont enlevé le H, ils ont mis juste 2 A à la place. Walking, W-2-A-C-K-I-N-G. Après, je sais pas pourquoi il y a 2 A, ça j'en ai aucune idée. Mais voilà, du coup, maintenant, de punking, c'est devenu walking grâce au mouvement de main et tout ça, qui est le mouvement de base de cette danse, en fait. Mortel. Donc voilà. Merci pour ce petit apprentissage. ouais.